Nous sommes le 14 décembre 2020, c'est-à-dire la veille d'un nouveau changement dans le mode d'organisation et de restriction des déplacements en France. Conformément à ce qui était craint cet été, lorsque je vous parlais d'une croissance silencieuse mais exponentielle du nombre de cas, nous sommes rentrés de plein pied dans une véritable seconde vague. Cette seconde vague qui nous a frappés, elle est évidemment mondiale. Toute l'Europe actuellement l'a subie à des degrés plus ou moins grands. Même l'Allemagne, qui avait pu gérer de manière très efficace la première vague, commence à s'acheminer vers un reconfinement plus strict à cause d'une seconde vague qu'ils ont du mal maintenant à maîtriser. Et certains pays, dont beaucoup de pays d'Asie, qui étaient parmi les premiers touchés, font actuellement face à leur troisième vague. Donc ça n'est pas un épiphénomène ou la conséquence de mauvaises décisions locales, c'est véritablement un phénomène global. En revanche, ce qui est local, évidemment, c'est son amplitude, parce que selon les modes de gestion et selon les modes de vie aussi des différentes sociétés, des différents pays confrontés à cette réémergence de l'épidémie, eh bien évidemment, le nombre de cas impactés peut être très différent, et c'est là que tout pouvoir exécutif a une capacité d'ajustement. Alors, justement, la question qui se pose à chaque fois, c'est où en est-on et peut-on, grâce aux chiffres publiés internationalement, soit par l'OMS, soit par l'Agence nationale de santé, soit par des acteurs académiques, eh bien, peut-on, grâce à ces données, avoir un regard critique et une évaluation de la situation pour estimer finalement le degré d'urgence dans lequel on se trouve et, d'une certaine manière, le degré aussi à la fois de pertinence et d'efficacité des mesures qui sont imposées actuellement. Alors, je le disais en introduction, demain les choses vont changer, demain 15 décembre, elles vont changer par rapport à quoi? Eh bien, si vous vous en souvenez, nous avons fait une rentrée à peu près normale au mois de septembre, mais assez rapidement il a fallu mettre en place, pour la seconde fois, des mesures de restriction de la circulation afin d'éviter d'avoir à affronter à nouveau un engorgement des services hospitaliers. Il y a eu essentiellement 3 étapes qui se sont articulées d'abord autour des vacances scolaires de la Toussaint. Les vacances scolaires de la Toussaint cette année, c'était entre le week-end du 17 octobre et la fin du mois d'octobre, la Toussaint, donc le 1er novembre. Et dès le début de ces vacances, le gouvernement a imposé un premier couvre-feu qui a couvert l'ensemble de la période des vacances. Et ce couvre-feu s'est mué en un reconfinement qui a démarré avec le mois de novembre. Fin novembre, ce confinement hybride a lui-même été encore allégé. Et 15 jours plus tard, donc aujourd'hui, l'ambition était de pouvoir déconfiner tout le monde. Les dernières observations de la quinzaine qui vient de s'écouler nous ont hélas montré, comme on va le voir, qu'un déconfinement total n'était clairement pas à l'ordre du jour. Alors, je vous propose de regarder en détail ça sur les courbes, de manière à comprendre à la fois ce qui s'est passé entre septembre et aujourd'hui, et l'ensemble des raisons qui ont poussé l'exécutif français à décider qu'on ne pouvait pas, pour le moment, totalement libérer la circulation. Comme d'habitude, vous vous en souviendrez, je l'ai répété à plusieurs occasions, on ne peut pas voir dans les données épidémiologiques l'effet de ce genre de décision de manière immédiate, parce qu'évidemment, il faut du temps pour que les gens soient infectés. Une fois qu'ils sont infectés, il faut du temps pour qu'ils se fassent tester. Et une fois qu'ils sont testés, il faut encore du temps pour que, administrativement, on puisse réunir l'ensemble des résultats et faire une comptabilisation du nombre de cas. Et jusqu'à présent, ce qu'on a observé de manière assez répétable, c'était un décalage de 16 jours entre le moment où une mesure était prise par l'exécutif en termes de restriction de circulation et l'effet de cette mesure sur les courbes des cas. Alors on va refaire un peu le même exercice aujourd'hui, mais évidemment on va s'intéresser à tout ce qui se passe maintenant depuis le mois de septembre. Je vous propose de regarder la courbe orange qui est sur ce graphique et qui reprend exactement le principe d'analyse que nous avons développé tout au long de ces vidéos, à savoir l'idée qui consiste à travailler sur le nombre de cas identifiés comme positifs, auquel on va soustraire le nombre de guérisons administrativement constatées, de manière à construire un chiffre qui représente le nombre de cas, en quelque sorte, actifs à un instant donné dans la population française. Ce nombre de cas, on le divise par le nombre de millions d'habitants en France, 66 millions d'habitants, et on obtient ainsi l'évolution dans le temps du nombre de cas détectés par les tests par million d'habitants en France. Alors, une critique qui est souvent faite aux analyses qui se basent sur le nombre de cas, vous le savez, c'est que
ces analyses courent le risque d'être affectées par un changement dans la politique de test. Si vous testez plus, vous allez évidemment mesurer plus de cas. Mais dès le début de cette série de vidéos, dès le mois d'avril, j'ai pu vous montrer une stratégie d'analyse qui permet de s'affranchir de ce genre de soucis. Cette stratégie, c'était celle de ce qu'on appellerait en physique le portrait de phase, c'est-à-dire ici une stratégie qui consiste sur un graphique à représenter pour chaque jour un point qui mesure sur l'axe horizontal le nombre de cas actifs et sur l'axe vertical le nombre de nouveaux cas observés ce jour-là. Donc pour parler en termes un petit peu plus mathématiques, c'est un petit peu comme si on traçait sur l'axe vertical la dérivée temporelle d'un signal en fonction de son amplitude sur l'axe horizontal. Alors, si on se contente de faire ça, à nouveau, on obtient un signal très bruité. Donc, un chiffre qui fonctionne assez bien et qui permet d'avoir une bonne distance, c'est de regarder le nombre de cas moyens sur une semaine. Et c'est comme ça, donc, qu'on construit ces courbes. Grâce à cela, on a construit une courbe qui devient, dans sa forme, dans sa structure générale, insensible au changement du nombre de tests. Et dernière petite précision, afin d'amplifier la partie du signal qui nous intéresse, ce qu'on regarde ici, c'est en réalité pas le nombre de cas depuis le début de l'épidémie, mais le nombre de cas arbitrairement remis à zéro depuis un moment qui nous intéresse, et le moment qui nous intéressait, c'était le premier déconfinement. C'est-à-dire qu'à la fin du premier confinement, on considère que on a mis en place les actions qui permettaient d'agir sur la première phase, et ce qui vient derrière, arbitrairement, c'est ce que je qualifie de seconde phase. Donc on remet tous les compteurs à zéro et on regarde comment les choses évoluent à partir de là. Alors, dernière subtilité de cette représentation, si on traçait ces valeurs dans des diagrammes classiques, eh bien, il y a tellement de différences d'amplitude entre les très hautes valeurs et les très basses valeurs que les basses valeurs seraient totalement écrasées sur une ligne horizontale, on ne comprendrait pas grand-chose à ce qui se passe. Donc on trace ces valeurs-là sur des axes logarithmiques, ce qui revient à considérer que chaque graduation que l'on franchit va correspondre à une multiplication par 10. Grâce à ce type de représentation, on arrive sur le même graphique à lire de manière assez claire des toutes petites valeurs d'un côté et des très grandes valeurs de l'autre, et leur dynamique conjointe, ce que ne permettrait pas un diagramme linéaire. Alors on l'a montré à plusieurs occasions dans ce type de graphique, si vous avez une évolution qui suit une droite, ce type d'évolution est la signature soit d'une loi exponentielle, soit d'une loi de puissance. Ces deux classes de lois sont des lois qui grandissent à toute allure et où chaque jour, on n'a pas un même nombre de nouveaux cas, mais chaque jour, le nombre de cas est multiplié par un même facteur. C'est ce qui donc fait la dangerosité évidemment de ce type de loi, puisque même en partant de très bas, on arrive à des signaux très très forts, très très rapidement. L'autre point commun entre ces deux courbes, c'est le fait que ces lignes droites rencontrent toutes les deux à un moment une cassure, suivie, on va le voir, d'un rebond. Prenons la courbe jaune de la première vague, qui est celle que nous avons déjà étudiée abondamment, et on avait montré que on retrouvait de manière presque parfaitement synchrone le sommet de la courbe et la première cassure en décalant de 16 jours la date du premier confinement. De la même manière, on retrouvait le point le plus bas de cette courbe et le rebond vers une reprise des contaminations en décalant de 16 jours le premier déconfinement. Pourquoi 16 jours? Eh bien, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises, en moyenne, ce que l'on observe, c'est que pendant la première vague, il y avait un décalage de 16 jours entre la date des contaminations probables des gens et la date à laquelle ils étaient administrativement comptabilisés comme nouveaux cas. Alors, on voit le même type de comportement dans la seconde courbe. Après la ligne droite de croissance initiale, un sommet, une descente brutale, puis ce qui ressemble à l'amorce d'un rebond. Pour interpréter correctement maintenant à quel événement est associé quel accident dans cette courbe, il va falloir identifier la nouvelle valeur du décalage temporel qui existe entre le moment où une personne est contaminée et le moment où cette personne est comptabilisée comme cas. Les accidents dans cette courbe les plus notables, finalement, ils sont au nombre de deux. C'est d'abord le changement moyen de pente important qu'on constate au-delà du 26 octobre, et ensuite la décroissance brutale que l'on constate après le 6 ou 7 novembre. Bien, si l'on cherche à identifier les événements qui ont pu amener à cette portion-là de la dynamique, il y a un candidat tout trouvé. Ce sont les vacances scolaires d'automne. Pourquoi ? Eh bien parce que les vacances scolaires d'automne, outre leur effet propre sur la diffusion du virus, elles ont été synchronisées avec deux événements importants dans les décisions qui ont été prises. Tout d'abord,
ça a été un couvre-feu instauré au 3e jour après le premier week-end de ses vacances, et ensuite le fameux reconfinement instauré 2 jours avant la rentrée de ces vacances-là. Et si l'on veut donc synchroniser cette période avec les accidents de la courbe tels qu'on les voit, eh bien on s'aperçoit que le décalage temporel optimal, c'est un décalage de 8 jours. Avec un décalage de 8 jours, le début des vacances et le couvre-feu qui suit immédiatement intervient exactement à la première cassure de la pente de croissance qu'on avait observée tout le mois d'octobre, et le reconfinement survient exactement aussi au tout début de la chute brutale de la courbe. Alors, évidemment, tant qu'on a que ces deux marqueurs, attribuer 8 jours au décalage, c'est une hypothèse crédible, mais ça n'est pas encore véritablement une certitude. En revanche, ça peut nous permettre de caler nos événements, et ensuite, il va s'agir de regarder si les autres événements pour lesquels on n'a pas fait de réglage particulier tombent juste, entre guillemets, sur d'autres accidents de la courbe. J'avoue que j'étais assez sceptique au départ sur un décalage temporel de 8 jours, parce que ce délai me semblait vraiment court. Eh bien, les événements ont l'air de confirmer cette valeur. Par exemple, il y a un événement qui se synchronise très naturellement, c'est le rebond de la courbe au point donc le plus bas. Et à quoi correspond ce rebond? Eh bien, cela correspond parfaitement à la date du premier déconfinement partiel, auquel on rajoute 8 jours. Et dernier élément pour se convaincre qu'on est bien effectivement sur la bonne valeur, on aperçoit, vous le voyez ici dans la décroissance de la courbe, un petit saut. Alors, il est possible que ce soit un effet statistique quelconque, mais hasard ou pas, on s'aperçoit que cet accident-là, ce petit saut dans la courbe, est parfaitement synchronisé sur le week-end de la Toussaint, plus 8 jours. Et vous le savez, dans beaucoup de familles, le week-end de la Toussaint est souvent l'occasion de déplacement vers le lieu d'origine de la famille. Et donc, on voit que même ce petit accident dans la courbe reste lui aussi interprétable et explicable si l'on garde l'hypothèse d'un décalage maintenant de 8 jours entre les contaminations et la mesure statistique moyenne des cas. Alors, la conclusion de tout ça, elle est multiple. D'abord, si effectivement ce chiffre de 8 jours de décalage se confirme dans la suite des événements, on pourra au minimum dire quelque chose d'important, qui est que la machine de test et d'enregistrement des résultats de test s'est mise en place de manière excellente et très efficace. C'est plutôt un très beau résultat qu'il faut mettre au crédit sans doute des agences régionales de santé et évidemment des laboratoires d'analyse. Ce résultat est intéressant parce que du coup il nous permet de piloter les choses avec un délai moins grand. On n'aura pas besoin d'attendre 15 jours pour voir l'effet d'une mesure. Ça, c'est très précieux, évidemment, dans le pilotage dynamique de l'épidémie. La deuxième observation, du coup, qu'on peut faire, c'est que le couvre-feu a eu un effet. En ce qui me concerne, je n'imaginais pas qu'il aurait un effet même détectable, alors qu'en réalité, on voit clairement qu'il a eu un effet de ralentissement, bruité évidemment, selon les jours, mais que, bien évidemment, cet effet a été encore largement insuffisant pour renverser le cours de l'évolution de l'épidémie, c'est-à-dire pour l'amener vers un début de décroissance. Et ce n'est en revanche que sur la stratégie d'un reconfinement qu'on a pu observer, cette fois-ci, un retour à une décroissance manifeste des contaminations. Ça aussi c'est intéressant parce que on avait quand même affaire à un confinement qui était beaucoup plus léger que le premier confinement. Que le premier confinement ait eu un effet positif, vu sa dureté, vu son caractère extrême, c'était pas très étonnant. Que le confinement plus souple de cette fois-ci, avec des gens qui se déplaçaient dans les transports en commun, qui allaient au travail, etc., que ce confinement partiel et parfois un peu déstructuré suffise à inverser la courbe, c'était pas forcément gagné d'avance, et ces chiffres le montrent, et c'est plutôt tout à fait encourageant, ça prouve que même dans leurs déplacements, les gens ont été globalement en France respectueux des mesures barrières, et que donc on a pu fonctionner avec un confinement partiel. Alors c'est clairement ce qui a amené l'exécutif, j'imagine, à autoriser l'étape 1 du déconfinement autour du 27 novembre, dont on voit les effets ici 8 jours plus tard. Hélas, clairement, ce rebond de courbe nous montre qu'un déconfinement total au 15 décembre n'aurait clairement pas été raisonnable. La question qui se pose évidemment, c'est qu'est-ce qui serait raisonnable? Dans les 15 jours qui viennent de se passer, on a été dans une situation un petit peu hybride.
On a eu la possibilité de sortir assez facilement, mais sur attestation, des limites kilométriques, mais tout de même très vastes. On n'était juste pas autorisé à traverser le pays, mais c'est à peu près tout. On a observé la réouverture de nombreux commerces, et en revanche, il y a eu tout de même encore une insistance sur le télétravail et la fermeture d'encore de nombreux lieux de réunion publique dans le milieu universitaire ou culturel. Est-ce qu'on aurait pu en rester là? Eh bien, on voit que la croissance de cette courbe tend à suggérer que non. Pour autant, est-ce qu'il faut revenir au confinement ou au semi-confinement qu'on a connu pendant le mois qui a suivi les vacances scolaires d'automne? Clairement, d'un point de vue sociétal et économique, ça serait difficile et particulièrement difficile à justifier au moment des fêtes les plus importantes de l'année. Évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que les nouvelles modalités qui vont être en place dès demain, ces modalités qui vont nous autoriser à nous déplacer, mais pas forcément à nous réunir nombreux, qui vont imposer un couvre-feu, mais pas de limite sur les déplacements individuels, est-ce que ces nouvelles modalités vont faire l'affaire? Ça, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal pour vous le prédire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que on n'aura pas besoin d'attendre très longtemps pour le savoir. Si le décalage de 8 jours que je viens de mettre en évidence ici est bien confirmé, alors cela signifie que dès les quelques jours suivant Noël, on devrait commencer à apercevoir les premiers effets représentatifs de cette nouvelle organisation. Et entre la semaine séparant Noël et le jour de l'an, très clairement, on aura une idée sans doute assez réaliste de la manière dont ces nouvelles conditions influent sur les contaminations. Et ensuite, on pourra savoir effectivement s'il faut simplement se contenter de les prolonger telles quelles, ou bien si ces mesures, on va dire, un petit peu libératoires, prises pour les fêtes de Noël, doivent nous ramener à un nouveau confinement, au cas où elles ne se montreraient pas efficaces pour arrêter le rebond que l'on vient tout juste d'observer. Beaucoup d'interrogations donc. Une certitude tout de même, je pense qu'on peut utiliser le mot de certitude, il n'aurait pas été raisonnable de ne rien faire. On voit qu'on risque sans doute d'être encore pendant un moment dans cette stratégie que certains ont appelée stop and go, où on laisse la vie sociale s'écouler à peu près normalement et provoquer une croissance épidémique jusqu'à ce que l'engorgement hospitalier commence à menacer, pour ensuite introduire des mesures contraignantes et faire baisser le niveau de la courbe, et enfin libérer à nouveau la circulation et faire remonter. Et finalement, la seule question qui reste à ce point-là, c'est de savoir combien de vagues de cette nature on sera obligé de gérer avant que la vaccination soit arrivée à un point suffisant pour que la diffusion du virus au sein de la population ne soit plus possible. Évidemment, pour ça, il faudra des mois et des mois de campagne de vaccination. Et donc, personnellement, je doute très fort que cette seconde vague soit la dernière vague qui frappe la France, et que ce confinement dont nous sommes sortis il y a une semaine à peu près soit le dernier confinement. Et bien évidemment, s'il y a un vœu à faire pour l'année 2021, eh bien je dirais que c'est le vœu d'une campagne de vaccination la plus efficace et la plus rapide possible, car c'est uniquement au prix d'une vaccination massive de la population française et plus généralement évidemment européenne et mondiale que l'on pourra arrêter ce cycle de vagues successives et d'enfermements successifs auxquels nous avons été soumis jusque-là en 2020 et auxquels nous serons soumis encore en 2021 jusqu'à ce que le taux de vaccination soit suffisant. Je vous souhaite donc à tous bon courage, la période n'est pas facile, mais l'éclaircie des campagnes de vaccination est tout de même une perspective très encourageante pour 2021, donc je pense qu'il y aura effectivement des raisons objectives de sourire et de se souhaiter une bonne année au 1er janvier 2021, qui arrive très vite. Je vous remercie, portez-vous bien et bonne année à tous.